Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Prévenir des inondations en vallée de Montmorency, c'est le rôle du SIAR qui surveille en temps réel la météo et les niveaux d'eau des bassins de rétention de la vallée. Un centre de supervision que nous avons visité. Reportage dans un instant dans les coulisses du SIAR. Après la présidentielle, il y aura les législatives en juin prochain. Le Front National compte bien s'appuyer sur la dynamique de Marine Le Pen pour décrocher des sièges de députés dans le Val d'Oise. Le parti a récemment présenté ses candidats aux législatives. Reportage dans ce journal. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, le centre de supervision du syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin, le SIAR, surveille les niveaux d'eau des 22 bassins de rétention de la vallée de Montmorency. Une surveillance indispensable pour prévenir les risques d'inondation et permettre de mieux protéger la vallée et ses 330 000 habitants. Visite guidée dans ce reportage. C'est ici, à Soisy-sous-Montmorency, dans ce centre de supervision, que le syndicat intercommunal d'assainissement de la région d'Anguin veille sur les niveaux d'eau de pluie en vallée de Montmorency. Une surveillance de tous les instants, car avec la proximité de la forêt, de fortes pluies peuvent entraîner des inondations, comme en juin 2016, où 150 000 mètres cubes d'eau ont dévalé la forêt vers Aubonne, Margency et Montlignon. Sur ces écrans, le SIAR surveille d'abord en temps réel le niveau de ces 22 bassins de rétention. Nous avons la hauteur d'eau du bassin, également les débits en entrée du bassin. Donc on a plusieurs entrées, on a trois entrées sur ce bassin-là. Et on a également les débits en sortie au niveau de l'exutoire du bassin qui sont indiqués sur le cinématique. Mais ce que surveille également le syndicat, c'est la météo. Sur ces écrans s'affichent des prévisions en temps réel avec une précision d'1 km². On voit donc l'évolution de l'événement pluvieux qui va donc se rapprocher et à caractère orageux qui va se rapprocher sur le territoire du SIAR avec une intensité très importante. Donc qui va se décharger au fur et à mesure et qui va donc impacter toute la zone où sont situés donc nos bassins de rétention des eaux pluviales. Là sur cette carte, nous voyons donc la partie foncée, donc le rouge et le marron, correspondent à une intensité maximale en fait, très importante, qui donc impacte réellement nos réseaux, donc c'est des intensités type orageuse. En cas de forte précipitation et d'un taux de remplissage de 75% d'un bassin, une astreinte est déclenchée avec l'intervention des agents du SIAR. Ils vont sur place et en fonction de la situation vont pouvoir agir sur des ouvertures de vannes, par exemple, en cas d'obturation de réseau, par exemple, appeler des entreprises pour intervenir. Et les bassins ont une fonction de stockage de la quantité d'eau qui arrive, mais au pire, si on ne peut plus stocker, il y a des manœuvres de vannes qui peuvent également être actionnées pour déverser au milieu naturel le surplus afin d'éviter d'inonder des secteurs stratégiques comme des marchés par exemple ou des secteurs très habités. Depuis le 1er janvier 2017, le SIAR a récupéré de nouvelles compétences sur la prévention des inondations et notamment sur des zones gérées jusque-là par l'Office national des forêts. Sur notre territoire, on a un massif forestier qui est extrêmement important, situé en hauteur au-dessus de nos villes et qui évidemment est en capacité de déverser beaucoup d'eau et qui est géré, vous le savez bien sûr, par l'Office national des forêts. La coordination entre les actions sur le massif forestier et sur nos réseaux du syndicat est évidemment primordiale. Alors voilà ce que peut nous apporter notamment cette nouvelle compétence, cette capacité que nous avons de coordonner l'ensemble des intervenants et donc des actions. Toutes les données récoltées par le centre de supervision permettent d'améliorer la prévention des inondations, mais aussi de prévoir la construction de nouvelles infrastructures, comme de nouveaux bassins de rétention. Un bassin supplémentaire est en cours de construction à Hermont et 2 autres sont à l'étude à Soisy-sous-Montmorency et Deuil-la-Barre.
En bref, les trains de la branche Cergy du RER A ne circulent plus en soirée à partir de Sartrouville et ce jusqu'au 5 mai prochain. Après 22h15, les passagers devront emprunter des bus de substitution entre Sartrouville et Cergy. Pendant cette période, les derniers trains qui circuleront vers Paris partiront de Cergy-le-Haut à 22h04 et dans le sens de Paris vers Cergy, le dernier départ de Nanterre-Préfecture est fixé à 21h40. Un retour à la normale est donc prévu après le 5 mai prochain. Le Front National a dévoilé la liste de ses candidats valdoisiens aux élections législatives de juin prochain. Conforté par le score dont est créditée Marine Le Pen dans les sondages, le parti affiche de grandes ambitions dans le département et se voit décrocher plusieurs sièges de députés. Angélique Boilet. Autour de la table, les candidats frontistes aux prochaines élections législatives de juin prochain. 9 candidats investis pour l'heure, 5 hommes et 4 femmes. Et bientôt une 5e qui sera prochainement désignée sur la 8e circonscription. Persuadé d'une victoire de Marine Le Pen au soir du 7 mai prochain, le Front National valdoisien voit une vague bleu marine qui donnera une majorité à l'Assemblée nationale. Nous œuvrons à la victoire de Marine Le Pen à l'élection présidentielle et nous œuvrons au fait de lui permettre de disposer d'une majorité pour gouverner ce pays et le remettre en ordre en 5 ans, comme elle en a pris l'engagement auprès des Français. Quand vous partez au combat, vous partez au match, vous partez avec au cœur, à la tête et dans les tripes, la victoire. Eh bien, les 10 circonscriptions du Val d'Oise, nous les gagnerons. Le Front National vise le seuil des 300 députés à l'Assemblée nationale, bien loin des 2 députés qui y siègent actuellement. Un pari ambitieux surtout dans le Val d'Oise où le seul député FN remonte à la fin des années 80. Si le FN a réalisé de bons scores dans le département lors des derniers scrutins, il n'a jusque-là pas réussi à transformer l'élan du premier tour, à l'image des dernières régionales où le parti de Marine Le Pen avait finalement décroché 3 sièges, moins que le nombre visé. Reste donc à savoir si le Front National sera à la hauteur de ses ambitions. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Prévenir des inondations en vallée de Montmorency, c'est le rôle du SIAR qui surveille en temps réel la météo et les niveaux d'eau des 22 bassins de rétention de la vallée. Une vigilance indispensable pour prévenir des risques d'inondation et permettre de mieux protéger la vallée et ses 330 000 habitants. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Situé sur la frontière entre l'Île-de-France et la Normandie, le château de La Roche-Guyon domine la vallée de la Seine et veille sur le royaume de France depuis plus de 1000 ans. Suite au traité de Saint-Clair-sur-Epte, signé en 911 entre les Normands et le roi de France, un premier château troglodyte est construit pour protéger l'Île-de-France et l'accès à Paris. Pour compléter le système de défense et renforcer la frontière, un immense donjon est construit à la fin du XIIe siècle. Pour le relier au château, on creuse dans la falaise de craie un escalier monumental de plus de 200 marches. Il est très difficile à monter parce que les marches sont taillées dans la craie, donc elles sont évidemment glissantes en cas d'intempérie. Le bord est irrégulier et elles sont de taille irrégulière, c'est-à-dire qu'elles sont très hautes de toute façon, mais certaines encore plus hautes que d'autres. Cet escalier tourne au cœur de la falaise, on l'appelait parfois d'ailleurs le serpent. Il est donc extrêmement protecteur. Pour accéder à ce donjon construit vers 1180, il faisait au départ 36 mètres. Donc il manque 2 niveaux plus une échauguette qui était à l'intérieur de la tour Crénelé, enfin du haut Crénelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à la Révolution française, on voulait plus de nobles, on voulait plus de pouvoir dominant, etc. Donc on voyait, à juste titre d'ailleurs, dans le donjon un symbole de la puissance du Seigneur. Donc on a commencé à démolir les donjons un peu partout, dont celui de La Roche-Guyon. On faisait tomber les pierres dans les fossés, qui étaient d'ailleurs ramassées par les gens du village. Donc il y a quelques pierres du donjon dans les maisons les plus anciennes de La Roche-Guyon. Et puis on s'est arrêté en chemin, parce qu'on avait un peu de choses à faire et puis qu'il était très solide. C'est pour ça qu'il nous en reste encore un bon morceau pour contempler le paysage. Avant qu'on ne détruise son donjon, le château va subir de nombreuses transformations.
Au XIIIe siècle, le château troglodyte laisse la place à d'imposantes fortifications médiévales. Mais c'est au XVIIIe siècle, avec le duc Alexandre de La Rochefoucauld, que le château prend sa forme actuelle. En 1944, la guerre rattrape le château. Commandant en chef des forces de l'Atlantique, le maréchal Rommel s'y installe. Les Allemands occupent la Roche-Guyon et comme des siècles plus tôt, on creuse dans la falaise des cavités pour y stocker des munitions. On a eu ici la présence du fameux maréchal Erwin von Rommel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, le fameux renard du désert. Et Rommel avait choisi la Roche-Guyon puisque c'était l'idéal, c'était juste à côté de la Normandie et c'était pas très loin de Paris, c'était pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Donc voilà, c'était pas très loin de la Haute-Commandant de Tours et c'était finalement un bon compromis. Et puis en plus, avec la falaise ici, on peut installer des postes de DCA évidemment pour tirer sur les Alliés. Aujourd'hui comme hier, le château de la Roche-Guyon reste un lieu vivant. En mêlant culture, idées nouvelles et histoire, il renoue avec cette utopie héritée du siècle des Lumières et de la duchesse d'Anville, l'idée que le savoir et la raison rendent les hommes plus libres et heureux. Non, vous c'est ce soir, hein, sinon après cette nuit vous n'avez rien du tout à manger. Si Pascale Ferry parle à ses vaches, c'est qu'elles font un peu partie de la famille. Elle en élève plus d'une centaine, que des vaches laitières. De père en fils et aujourd'hui de père à fille, Pascale est la 7e génération d'éleveurs sur cette exploitation de plus de 200 hectares. Une histoire de famille et de passion qui pourrait bien s'arrêter. Aujourd'hui, Pascale ne vit plus de son métier, elle vend à perte. C'est une conjonction de facteurs là depuis un peu plus d'1 an et demi. Ça a commencé par une baisse franche des prix du lait. Donc il y a eu suppression des quotas laitiers. Donc il y avait une production régulée à l'échelle européenne. Ce système a été supprimé. Donc la production est partie un peu à volo, hein, ça a augmenté fortement. Après c'est la loi de l'offre et la demande, hein, ça a fait chuter les cours, il y avait moins de demandes et trop d'offres. Donc les prix se sont complètement effondrés. Donc ça fait plus d'1 an et demi que je vends mon lait à perte. À chaque litre de lait qui sort de ma ferme, je perds de l'argent. Si Pascale vend à perte, c'est pour une raison bien simple, le prix de son litre de lait. Un litre de lait produit sur ma ferme, comme j'ai des investissements relativement récents et coûteux, hein, des robots de traite et un bâtiment qui n'est pas fini de payer, enfin le crédit en tout cas. Donc j'ai un fort coût de production qui s'élève à autour de 33 centimes du litre de lait. Donc c'est le coût pour fabriquer un litre de lait ici. Comme le litre de lait est descendu jusqu'à 25 centimes, hein, prix d'achat, ça fait une différence importante qui avec 1 million de litres de lait quasiment produit sur la ferme par an, ça fait un beau trou à la fin de l'année dans les trésoreries, quoi. Pour Pascale, le calcul est vite fait, elle perd 70 000 € par an en vendant son lait. Si son litre de lait lui revient si cher, c'est qu'elle a dû investir pour produire le million de litres qu'on lui impose. En 2012, Pascale achète ces drôles de machines, des treilleuses automatiques qui fonctionnent 24 heures sur 24. Dès qu'elles en ont besoin, les vaches viennent d'elles-mêmes se faire tirer le lait. C'est des automates adaptés aux vivants, c'est ça qui est assez magique, c'est qu'ils reconnaissent chaque vache qui est différente, hein, chaque mamelle, elles ne sont pas standardisées les mamelles. La vache se présente, la machine va nettoyer la mamelle, va brancher, va traire, désinfecter, nourrir la vache et la relâcher. Et que je sois là ou pas, le travail se fait. Pour trouver d'autres sources de revenus, Pascale loue une partie de ses bâtiments, organise des visites de son exploitation et propose du lait cru grâce à cette machine automatique. Cette machine me libère du temps et puis elle permet aux gens de ne pas forcément avoir à rentrer dans une cour de ferme qui n'est pas forcément très sexy. Donc y a des gens qui rentrent du boulot, qui sont dans leur BM nickel chrome et en mocassin et qui peuvent venir sans trop se salir et repartir avec des vêtements qui sentent la vache et repartir avec du lait cru, quand même un produit de ferme assez proprement distribué, on va dire. Pascale Ferry sera-t-elle la 7e et dernière génération à élever des vaches laitières dans l'exploitation familiale? Nul ne le sait. Elle conseille à ses enfants d'aller le plus loin possible dans leurs études et d'avoir le choix de reprendre ou pas l'héritage familial.